Merci. Merci. Merci, camarades. Mes chers amis, comme vous l'entendez peut-être, j'ai mangé un peu de miel ce matin, parce que mes camarades des Yvelines m'ont fait beaucoup chanter hier soir. Et du coup, me voilà un tout petit peu avec la voix effacée. Mais si la voix est un peu effacée, les idées restent claires. Et je vais essayer d'aborder avec vous quelques-uns des grands sujets qui se proposent à la gauche dans les semaines et les mois qui viennent. D'abord, je voudrais saluer la présence de Pierre et de Cécile à nos côtés. Je voudrais dire à Pierre que, comme je sais qu'il était avec Emmanuel hier, Morel en Essonne, qu'il est venu à l'université de La Rochelle, qu'il va falloir qu'il fasse attention, parce que je trouve qu'il voit beaucoup les socialistes. Et il faudrait juste faire attention à ce que ça ne déteigne pas trop sur toi, mais peut-être vas-tu déteindre sur nous, on verra bien. En tout cas, j'espère que tout ça sera fécond. Je voudrais saluer évidemment Cécile, on se connaît bien, on a été au gouvernement ensemble. Surtout avant même d'être au gouvernement, nous avons déjà travaillé depuis longtemps ensemble. Et je pense qu'elle est évidemment l'incarnation de plus qu'une orientation politique, celle des écologistes, de convictions extrêmement fortes et qui seront très précieuses pour la gauche et pour le peuple de gauche dans les semaines et les mois qui viennent. Et puis évidemment, à leur côté ou entre les deux, ou à leur côté, il y a Henri. Henri, ça fait maintenant longtemps qu'on chemine ensemble et il aura l'occasion de vous dire tout à l'heure de conclure et je crois de mettre des propositions en débat. En tout cas, je voulais les saluer fraternellement parce que ça me fait plaisir de me retrouver à leur côté à cette tribune. Je vais en profiter puisque le week-end a commencé sur, non pas une polémique, mais un sujet périphérique comme on en a hélas trop l'habitude dans le débat politique français, à savoir pourquoi Arnaud Montebourg est dans le Gard, Emmanuel Morel dans l'Essonne et nous ici. Guillaume a hier, Ballas, expliqué techniquement pourquoi. Il n'y a qu'une explication technique, il n'y en a aucune de politique, mais donc je veux la réitérer et vous dire que l'année prochaine, ça se passera encore à nouveau probablement à la même date, avec Arnaud, Emmanuel, mais sans doute au même endroit, en tout cas moi je le souhaite, parce que nous devrons travailler et au-delà de ce qu'il représente, nous devrons travailler à un rassemblement beaucoup plus large et j'aurai la question d'y revenir. Puis je voudrais saluer quelqu'un qui nous manque pour ce week-end. Alors on va le retrouver très vite parce qu'il n'est pas là pour des raisons qui étaient des raisons personnelles, mais le saluer parce que non seulement sa voix manque ce week-end, mais la contribution qui a été la sienne depuis quelques semaines dans le rassemblement de la gauche est tout à fait essentielle et le travail qu'il a fait le premier avec des intuitions que tout le monde ne suivait pas forcément et qu'il a réussi à la Bellevilloise, Pouria qui est là où il est, Amir Chahi, parce que, voilà, je l'ai dit, ça fait bizarre de faire une université d'été ou d'automne sans lui, et donc on aura l'occasion évidemment de se retrouver très vite ensemble dès la semaine prochaine, mais je voulais lui faire un salut amical et fraternel. Avant de vous dire quelques mots sur la situation politique du pays, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé à Frangy. J'ai beaucoup aimé ce qu'on a dit du récit de Frangy, qui a été caractérisé comme la sortie de deux ministres, en l'occurrence ce jour-là, comme enivrés par je ne sais quelle cuvée chalonnaise, emballés par je ne sais quelle ambiance un petit peu mystique de Frangy, et qui aurait été un petit peu plus loin que ce qu'ils n'avaient pensé dire. Quelle a été notre audace, rendez-vous compte? Demander qu'à côté d'une politique
qui restaure les marges des entreprises pour que ces entreprises puissent vendre, il fallait soutenir le pouvoir d'achat des Français. Quelle audace! Quelle audace pour un homme de gauche que de dire qu'il fallait augmenter le SMIC. Quelle audace de demander le dégel du point d'indice. Quelle audace que de demander qu'il y ait plus d'étudiants boursiers. Quelle audace que de demander qu'on étende le bénéfice du RSA aux moins de 25 ans. Voilà ce que nous avons proposé. Quelle audace! Quelle audace pour des gens de gauche! Et cela a justifié quoi? Une clarification. Selon un droit qui est d'ailleurs celui que la Constitution donne au Premier ministre et au Président de la République, qui est pour le Premier ministre de proposer la démission du gouvernement et au Président de la République de lui proposer d'en constituer un nouveau. L'expression de ce désaccord politique, parce que ça n'est qu'un désaccord politique, il n'y a pas d'emballement, de problème psychologique ou comportemental, il y a un désaccord politique. L'expression de ce désaccord politique a été suffisamment grave, et je respecte les choix du Premier ministre et du Président de la République, pour qu'ils jugent indispensable une clarification qui passait par la démission de tout le gouvernement et la mise en œuvre d'une politique exprimée par le Premier ministre dans sa déclaration devant le Parlement, d'une politique plus cohérente, plus homogène, autour d'un double objectif. Un, une politique qui restaure la compétitivité des entreprises par la restauration de leurs marges et donc par la mise en œuvre de cette bonne vieille théorie de C qu'avait évoqué le Président de la République, selon laquelle l'offre crée sa propre demande, ce qu'ils font, et une politique de poursuite du sérieux budgétaire sous la forme d'une réduction de la dépense publique. Voilà les choix qui ont été réaffirmés, qui ne pouvaient pas coexister avec l'expression d'une demande, qui était celle que nous formulions à ce moment-là, la demande d'une relance de la consommation des ménages par une relance du pouvoir d'achat des Français. Alors, je veux le redire, quand nous avons exprimé ce désaccord, nous l'avons fait lucidement et conscient des conséquences que cela aurait, notamment sur le fait que, hélas, dans la période, en raison de la défiance qui existe à l'égard de la gauche, je ne parle même pas de la classe politique, à l'égard de la gauche, l'expression de cette conviction serait interprétée par une majorité de nos électeurs comme la manifestation supplémentaire d'une division, de la confusion et donc un affaiblissement de notre camp. On ne se sépare pas comme cela d'un gouvernement ou dans un gouvernement de gaieté de cœur. Et je ne pense pas que Cécile, au moment où elle a refusé de participer au gouvernement de Manuel, l'ait fait de gaieté de cœur. Parce que cela manifeste quoi? Une difficulté, à minima, pour ne pas dire une impossibilité ou une incapacité, au moins une difficulté à rassembler la gauche, d'une part, mais aussi une forme d'échec, qui est celui du gouvernement comme le nôtre. Un échec à nous retrouver sur une seule et même politique qui soit mise au service de celles et ceux qui nous ont élus. Moi, je n'ai aucun plaisir, je vous le dis, dans cette période, à voir ma famille politique échouer. Je ne tire aucune jouissance à voir d'autres que moi, qui appartiennent au même camp que moi, se tromper, persister dans l'erreur et échouer. Je n'ai aucun plaisir. Est-ce que pour autant ça doit nous déprimer? Certainement pas. Ça doit appeler au contraire l'engagement, mais il ne faut tirer aucune joie, aucun plaisir à cette situation-là. Et c'est pour ça que, lucidement, comme auparavant nous étions lucides sur les difficultés que nous aurions à infléchir la politique du gouvernement, mais lucidement, sur la base d'un examen, hélas, froid, mécanique, des résultats, des faits, nous avons décidé de quitter le gouvernement et j'ai décidé de ne pas participer, alors qu'on me le proposait,
au nouveau gouvernement. C'est un choix que je veux redire sur la base d'un désaccord politique et qui n'a rien à voir avec je ne sais quel emballement médiatique, enivrement ou ivresse de je ne sais quoi, comme j'ai pu le lire ici ou là. C'est un désaccord politique et il sera évidemment, pour moi, j'aurai l'occasion d'en expliciter davantage les contenus dans les semaines et les mois qui viennent. Alors je veux revenir sur, j'évoquais la défiance. On a beaucoup parlé de cela et de la défiance des électeurs à l'égard de la gauche, à l'égard du gouvernement. Encore faut-il qu'on se concentre, nous, sur l'essentiel. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'il y ait un tel niveau de défiance à l'égard de nous? Et quand je dis nous, c'est toute la gauche, les socialistes en particulier, mais toute la gauche. Aux yeux des Français, la gauche gouverne. Et à mon avis, il y a 3 raisons majeures, peut-être même 4, qui expliquent cette défiance. Et je vais les expliciter quelques minutes, si vous le voulez bien. 1, notre politique n'a pas de résultat. 2, nous ne tenons pas une partie de nos promesses. 3, nous acceptons le désarmement du politique par le démantèlement de l'État et par l'affaissement de la souveraineté du Parlement. 4, à bien des égards, nous sommes en train de tuer l'espoir dans le progrès. Et il n'y a pas de gauche qui triomphe si le peuple n'espère pas. Par contre, il peut y avoir l'extrême droite qui triomphe si le peuple désespère. C'est toutes ces 4 raisons qui justifient la défiance qu'il faut, nous, aujourd'hui, construire ce qui sera le projet à partir duquel nous mettrons tout en œuvre dans les 2 ans et demi qui viennent pour obtenir un infléchissement des politiques, mais tout en œuvre pour essayer de retrouver la confiance du peuple. Alors, premier sujet, les résultats. Je relisais cette phrase d'Einstein qui disait « Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits ». C'est un petit peu ce que tous les partisans de l'austérité en Europe font depuis maintenant plusieurs années. Les politiques ou les solutions qui sont préconisées depuis maintenant 10 ans au niveau européen, qui consistent à réduire la dépense publique, la réduire massivement, produisent l'effet inverse à celui recherché. La preuve, c'est qu'en France, nous aurons cette année à peu près 4,4% du PIB de déficit public et l'année prochaine, nous sommes sur une cible autour de 4,3. Le niveau d'endettement de la France a passé les 2000 milliards, ce qui veut donc dire que, aujourd'hui, les politiques que nous mettons en œuvre et qui se fixaient comme objectif la réduction du déficit public, la réduction du niveau d'endettement, au prix d'une augmentation des inégalités et hélas du chômage, ces politiques ne marchent pas. Elles n'enregistrent même pas de résultats sur les cibles qui étaient celles que la gauche s'assignait, la réduction de notre déficit public et de la dette. Mais j'y rajoute autre chose. C'est qu'on peut construire de l'adhésion, même populaire, autour de l'idée que l'on va réduire la dette et les déficits comme pour préparer, en tout cas pour soulager les générations futures du poids de cette dette. On peut créer de l'adhésion. On peut créer de l'adhésion quand on dit « nous allons le faire pour rétablir la souveraineté de notre pays ». On l'a souvent entendu. Mais il est une décision qui a forcément, en tout cas sonné étrangement aux oreilles des classes populaires et des classes lourdes, où elles ont compris que la réduction des déficits publics qui se traduisait par plus d'impôts ou moins de services publics, parce que si vous réduisez la dépense publique, c'est moins de services publics, si vous augmentez les impôts, là pour le coup tout le monde les paye, que ces efforts qui étaient demandés ne visaient finalement pas pour l'essentiel, à réduire les déficits, mais à permettre de financer 30 à 40 milliards d'aides aux entreprises. La restauration des marges des entreprises, c'est que le pacte qui pouvait être noué entre le peuple et les gouvernants sur « nous vous demandons des efforts pour établir la souveraineté du pays » a été remis en cause de facto par le fait que l'essentiel des efforts qui sont demandés aujourd'hui aux Français vise à financer quoi? Évidemment toujours la réduction du service public, mais aussi 40 milliards
d'aide aux entreprises sous la forme alors d'une restauration sans doute dans certains secteurs utile et importante des marges. Encore faut-il, et j'en dirai un mot, que la restauration de ces marges aille à l'investissement et pas à la distribution de dividendes, comme c'est hélas trop le cas aujourd'hui en France. Alors notre politique n'a pas de résultat. Et ce qui, moi, m'a beaucoup frappé et qui continue à me frapper, c'est que pourtant, il serait raisonnable d'en changer. Quand je dis raisonnable, entendons-nous, je vous disais tout à l'heure l'audace d'avoir demandé l'augmentation du SMIC. Vous vous rendez compte, pour quelqu'un de gauche, c'est grave quand même. J'ai même découvert aujourd'hui qu'on peut être très à gauche juste en disant qu'on veut garder les 35 heures. Parce que tous les autres demandent... Non mais, je m'explique. Le centre de gravité du débat, il s'est tellement déplacé qu'on entend tellement d'énormités que le simple fait de dire « non, non, on ne va pas toucher à cela », faites-vous, ça vous donnera un brevet de gauche. Mais le sujet, il n'est pas là. La question, c'est, dans la période, de quelle manière est-on capable ou pas d'améliorer les conditions de vie des Français? Alors on l'a fait, il y a des choses positives, hein, sur le départ à la retraite pour ceux qui avaient cotisé longtemps. Il y a évidemment beaucoup de choses positives, mais à la fin, il y aura l'heure des comptes là-dessus. Et à l'heure des comptes, il faudra se poser la question, qu'avons-nous réellement amélioré dans la vie, dans le travail, dans le sort, dans l'avenir de celles et ceux qui ont voté pour nous ou pas, mais qui appartiennent aux classes populaires et classes moyennes, qui sont a priori notre camp social, parce que c'est là encore l'air du temps que d'expliquer qu'aujourd'hui tout procède du consensus et que nous sommes là pour représenter toute la société et travailler à l'intérêt de toute la société. Mais c'est une hérésie que de dire cela. Des conflits d'intérêts, il y en a partout. Et si nous faisons de la politique, c'est bien parce que nous prenons acte du fait que tout le monde n'a pas le même intérêt, que nous avons choisi, nous, de défendre d'abord l'intérêt de celles et ceux qui appartiennent aux classes populaires, aux classes moyennes et qui vivent du travail, par exemple. Donc, je ne vais pas plus loin parce que je ne veux pas être trop long, mais la réalité aujourd'hui, c'est que cette politique n'a pas de résultat. Et ce qui est frappant, pourquoi je disais qu'il s'agit d'être raisonnable, c'est que je lis, je vais vous dire qui l'a dit, après, qui déclarait en septembre 2013 « Outre la compétitivité, le moteur d'une grosse économie comme la France réside dans sa demande intérieure. Aujourd'hui, l'urgence, disait-il, avant même toute réforme structurelle, c'est de relancer la demande intérieure. » Qui a dit cela en septembre 2013 ? Olivier Blanchard, chief économiste du Fonds monétaire international. Bon, comment vous dire je ne parle même pas de Stiglitz ou Krugman, parce que là, on a l'impression qu'en dépit de leur Nobel d'économie, ils n'auraient pas la qualité pour nous dire ce qui est bon ou mauvais. Là, je parle du chef économiste, je ne sais pas pourquoi je dis chief économiste d'ailleurs, de l'économiste en chef du Fonds monétaire international. L'urgence, c'est de relancer la demande intérieure, avant même tout le reste. Voilà la situation. Alors, comme disait Einstein, si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits. Et aujourd'hui, on explique que l'austérité marche, ou que les politiques de rigueur budgétaire en Europe marchent, puisque l'économie ne s'effondre pas. On explique que ça marche en Espagne, par exemple, puisque l'Espagne a regagné un décile de points de croissance, mais juste après avoir connu une récession comme jamais personne n'en a connu, avec un jeune sur deux en Espagne au chômage, un adulte ou un actif sur 4 au chômage. Ouais, c'est comme m'expliquer qu'une bonne saignée, tant que ça ne tue pas quelqu'un, ça marche. Et c'est exactement cela. Et c'est exactement ce que disent aujourd'hui les responsables de la Commission européenne et tous celles et ceux qui travaillent à ces politiques d'austérité, raison pour laquelle, aujourd'hui, il me semble indispensable de changer de politique. Deuxième raison pour laquelle la défiance s'exprime, ce sont en partie des promesses non tenues. Je dis en partie parce que nous en avons tenu dans beaucoup de domaines, et moi, je n'accablerai pas le gouvernement comme ça, globalement. Et je vais vous le redire, même ici en particulier. Moi, je ne suis pas dans l'opposition. Hein. On ne peut pas dire ici, c'est le Parti socialiste, et être dans l'opposition. Je vais même vous dire quelque chose. Si nous voulons rassembler demain,
ne faut pas dire que ce gouvernement est un gouvernement de droite, parce que ceux qui le soutiennent ne le soutiendront pas. Il faut caractériser les politiques, les contenus. On peut exprimer de la radicalité, mais surtout pas de sectarisme. Parce que c'est là-dessus qu'on gagnera. Vraiment. Et la radicalité, elle peut s'exprimer parfaitement avec le sourire, en étant optimiste et en rassemblant sur beaucoup de sujets. Alors, ces promesses, qui sont des promesses non tenues, je ne vais pas en faire l'inventaire, mais la question c'est souvent pourquoi on ne les a pas tenues. Moi, j'ai participé à un gouvernement, Cécile, sur la loi Allure. Il y a Politis qui m'a demandé de parler des lobbies, il n'y a pas longtemps. Lobby. En l'occurrence, on pensait au MEDEF. Mais c'est pas toujours le MEDEF. Hein. Ce MEDEF, bon, c'est Gattaz, on connaît. Non, j'ai rien dit. Moi, je ne fais pas de commentaires sur les personnes, mais encore qu'il y a 2-3 sujets sur lesquels on pourrait l'aider à comprendre comment fonctionne l'éducation nationale. Déjà, j'étais toujours très frappé de mes dialogues avec M. Gattaz là-dessus, mais je veux dire un mot. Le sentiment qu'ont eu beaucoup de nos compatriotes, c'est qu'au moment de la loi bancaire, la Fédération bancaire française avait obtenu un certain nombre d'aménagements, on va dire, qui faisaient perdre de la force à cette loi. Qu'au moment où on a posé la question des récépissés de contrôle d'identité, les syndicats de police, notamment le syndicat Alliance, on ne peut pas dire qu'il émarge beaucoup à gauche, avaient obtenu qu'on enterre cette proposition-là. Qu'au moment où on a abordé la question de la pénibilité, les fédérations du bâtiment, le MEDEF en tête là sans doute, avaient obtenu qu'on reporte la mesure qui avait fondé d'ailleurs au passage, je m'en souviens quand on avait les discussions avec les parlementaires, le fait qu'on se batte au Parlement pour obtenir qu'au moins sur la question de la pénibilité, on obtienne des avancées importantes. Le fait que sur l'encadrement des loyers, là encore, on entende les agents immobiliers donner le là et influencer des décisions qui sont des décisions aujourd'hui qui remettent en cause un certain nombre de ces avancées. C'est cela aujourd'hui qui altère la confiance du peuple dans le travail du gouvernement. Parce qu'au bout du compte, nous avons donné le sentiment de réévaluer toutes nos promesses à l'aune de l'expression d'intérêts privés qui ne concouraient pas à l'intérêt général. Ça a été vrai sur la pénibilité, ça a été vrai sur la banque, ça a été vrai sur les discriminations, ça a été vrai sur l'encadrement des loyers. J'aurais pu prendre d'autres exemples, mais c'est dans cette réalité-là que se niche une partie de la défiance qui s'exprime à l'égard de nous. Et je vais même aller un tout petit peu plus loin. D'un mot, on ne peut pas être plus sévère à l'égard de la CGT qui a appelé à voter pour nous qu'à l'égard du MEDEF qui a fait campagne pour Sarkozy. Dans les attitudes, alors moi je ne suis pas d'accord avec la CGT sur plein de sujets. Dans l'éducation nationale, par exemple, je n'étais pas d'accord avec le syndicat de la CGT, mais j'ai quand même le souvenir que, à l'époque, Thibault prend une décision, ce qui a dû être commenté en interne, qui était une décision lourde, de dire nous ne voulons pas de Nicolas Sarkozy et de facto nous appelons à voter François Hollande. Et je me souviens de Madame Parizeau qui disait nous voulons Sarkozy et nous ne voulons pas de François Hollande. Il faut faire attention à nos attitudes, et je le dis à mes camarades, nos attitudes à l'égard d'acteurs absolument indispensables du mouvement social et qui ont pris leurs responsabilités en temps et en heure. Une des réalités aussi, c'est plus qu'il le disait hier, c'était, je crois, Marie-Noël, c'est aussi le fait que peuple aujourd'hui le discours de la gauche d'un certain nombre de notions qui, en tout cas de thèmes, coût du travail, allègement des, je mets des guillemets, charges, poids de la dépense publique, gabegie administrative, on l'entend, et on est placé, nous, sur la défensive par rapport à cela. Sommés de nous justifier sur le fait que nous défendrions un modèle social archaïque, trop cher, trop coûteux, avec des travailleurs trop chers, etc. Mais notre responsabilité, elle est de pointer ces authentiques freins à l'économie française qui ne marchent pas ou qui expliquent qu'aujourd'hui l'économie ou la croissance ne soit pas au rendez-vous depuis des années. Le coût du capital, par exemple, que j'avais mis en débat l'année dernière
dans une tribune aux Échos en disant quoi? Quelle est la caractéristique de la France par rapport à l'Allemagne, puisqu'on adore se comparer à l'Allemagne? Cette caractéristique, c'est que, je reprends les chiffres, entre 1999 et 2008, la part des richesses créées et reversées aux actionnaires sous forme de dividendes a augmenté en France de 50%, alors que nos marges se resserraient, et qu'elle a diminué en Allemagne de 10%, alors que les marges des entreprises allemandes étaient plus fortes. Ça veut dire donc qu'il y a une préférence dans les entreprises allemandes pour l'investissement plutôt que la distribution de dividendes. Et dès lors que ce bénéfice net distribué par les entreprises va d'abord à l'investissement, on peut s'attendre évidemment à ce que l'économie aille mieux que quand, justement, cette part des bénéfices va d'abord aux dividendes. Rendez-vous compte qu'en France, alors que les marges se resserraient, on augmentait la distribution de dividendes. En Allemagne, les marges s'agrandissaient, on diminuait la part de dividendes et on augmentait l'investissement. Le coût du capital, aujourd'hui, voilà un des tabous de l'économie française, qu'il est très difficile de discuter, que comme ministre, j'ai posé dans le débat, je m'en souviens, pour avoir immédiatement une série de réponses du MEDEF, d'experts comptables, etc., pour nous dire qu'on n'avait rien compris au fonctionnement des entreprises. Mais voilà un sujet sur lequel il faut reprendre l'offensive. Parce que si nous sommes toujours dans cette situation de devoir nous justifier sur le modèle social, sur son avenir, sur le coût du travail, sur les charges, sur le poids de la dépense publique, sur la part du PIB en dépenses publiques, et jamais à l'offensive sur des thèmes comme cela, eh bien c'est perdu d'avance. Donc il faut être en capacité d'argumenter, de structurer le débat autour de ce que sont les vrais tabous de l'économie française et pas tous ces prétextes qui justifient aujourd'hui que l'on remette en cause bien des conquêtes sociales et bien des acquis sociaux. Troisième raison de la défiance, je vais aller plus vite parce que je veux pas. S'était dit que c'était une demi-heure chacun, donc j'ai peur d'être déjà d'avoir bien bouffé la feuille, comme on dit. Mais je veux en dire un mot. C'est la question du pouvoir. Que pèse notre bulletin de vote? Que vaut-il? Et honnêtement, quant aux législatives, on va, comme député, je vois Nathalie et Fanelli devant moi, avec un programme qui a un chapitre économique. Ensuite, un chapitre social. En général, à gauche, c'est ce qu'on met en un, l'économique et le social. Qu'en fait, une fois qu'on est parlementaire, on vous dit, sur le budget, là, on est contraint à la fois par le TSCG et par les règles de monitoring de la Commission européenne, et donc on ne peut pas amender le budget. On a même une perspective des finances publiques qui explique que, de facto, on est inscrit dans un sillon, et qui est un sillon dont on ne peut pas dévier. Ça veut donc dire que les parlementaires de la majorité ne sont pas souverains sur le budget, donc toutes les politiques macroéconomiques qui découlent de ce budget. Donc on peut déjà rayer sur les tracts, ça ne sert à rien de parler d'économie, puisque ce n'est pas nous qui décidons. Mais de surcroît, quand désormais la règle veut que sur les politiques sociales, on ne puisse pas enrichir un accord signé entre les partenaires sociaux au motif qu'il incarne ce qui serait la légitimité de la démocratie sociale et que la démocratie politique doit s'effacer devant elle, peu importe qui a signé, peu importe le contenu de ces accords, peu importe ce qu'ils contredisent ce qu'on a pu dire pendant la campagne, ça veut dire que, outre les politiques macroéconomiques et budgétaires, sur le contrat social, le Parlement doit aussi se dessaisir. Si vous n'avez pas le contrat social, si vous n'avez pas les politiques économiques, alors il reste des choses, ça s'occupe un parlementaire, mais sur ce qui touche les Français, ça fait quand même, ça réduit considérablement. Ça s'appelle le désarmement du politique. Et moi, c'est la chose qui m'a toujours le plus heurté et choqué. Et quand à cela se rajoute quoi? Que dans le budget, on inscrit une trajectoire de réduction de la dépense publique qui donc réduit le périmètre d'intervention de l'État, eh bien on se désarme encore. Et là, je veux le redire à tous ceux qui pensent que la réforme de l'État, ça devrait aller de soi en France comme partout ailleurs. En France, et même avant la Révolution, la nation, elle s'est construite autour de l'État. Et à la Révolution, c'est la République
qui a fait de l'État l'instrument de sa promesse, qui est celle de l'égalité. Et donc on ne démantèle pas impunément l'État en France comme on pourrait le réduire ailleurs. On ne peut pas faire fi des structures sociales, de la dimension historique, de la culture d'un État, du rôle que l'État joue justement dans la promesse qui est celle de l'égalité et dans le fait que, comme nous le constatons aujourd'hui, moins d'État en France, c'est moins de République. C'est ça la réalité. Moins d'État, c'est moins de République. Et s'il y a moins de République, ce sont les conditions, comme on dit maintenant, du vivre ensemble qui sont remises en cause, mais on le constate tous les jours, dans les défaites électorales qui s'enchaînent et la montée du Front National. J'en parlais avec Cécile, Pierre et Henri en arrivant. Ce sondage qui est celui de ce matin, 43% des Français qui ont une opinion positive de Marine Le Pen, un sondage qui donne le Front National largement en tête aux élections régionales en Picardie, Nord-Pas-de-Calais. Et à côté de ça, on va continuer, nous, dans des chemins qui désespèrent notre camp et préparer quoi? Préparer ce qui sera la faute la plus lourde de la gauche, sa responsabilité la plus lourde, si elle, par malheur, elle advint. L'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, qui pense qu'aujourd'hui c'est impossible? Quel est le génie qui pense que demain, Sarkozy va nous sauver du Front National? C'est ça l'idée? Ben, c'est ça la perspective possible. Sauf si la gauche. Sauf si la gauche. Et après, je vous laisse mettre l'histoire qui va derrière, on va l'écrire ensemble, mais sauf si la gauche. Et je voudrais terminer en vous disant, je parlais du pouvoir, qu'à mes yeux, il faudra, en tout cas, il faudra réfléchir demain à ce que, quand on parle, nous, de l'État, on n'est pas une pauvre feuille A4 pour dire ce qu'est notre doctrine de l'État. Hein. C'est quoi la doctrine de l'État de la gauche aujourd'hui? Quelle frontière? Quel périmètre? Quelle répartition des rôles entre l'administration territoriale sous responsabilité des collectivités locales? Je ne les cite même pas, je ne veux pas fâcher qui que ce soit au premier rang, pour l'instant. Et quelle administration déconcentrée? Quelle doctrine de l'État? Et à côté de ça, quelle doctrine fiscale? Ce qui frappe aussi, c'est pour ça que les gens ne s'y retrouvent plus. Normalement, la gauche, c'est l'impôt direct, progressif, et plutôt pas l'impôt indirect, et plutôt pas l'impôt proportionnel. On pourrait augmenter la CSG, on a augmenté la TVA, et on supprime une tranche de l'impôt, du seul impôt progressif, qui est l'impôt sur le revenu. La doctrine fiscale, c'est ça aussi, on est caractérisé par ses choix en matière d'impôt. Pas simplement le fait d'augmenter ou baisser, mais qu'est-ce qu'on augmente et qu'est-ce qu'on baisse et quel impact ça a sur les gens. Nous avons toujours été pour qu'il soit progressif et direct l'impôt. Si possible pas indirect parce qu'il est injuste et pas proportionnel parce que c'est plus injuste que quand c'est progressif. Voilà aussi des principes qu'il faut rappeler. Et je voudrais terminer en disant, parce que là je vais être trop long, les chantiers à mes yeux qu'il faut ouvrir pour redonner de l'espoir. Et je lisais cette phrase de Marc Bloch dans L'étrange défaite. Il disait « On laisse tout perdre parce que l'action a été tenue en lisière par le dogme et le verbe. » On laisse tout perdre parce que l'action, la politique, a été tenue en lisière par le dogme, et en l'occurrence aujourd'hui le dogme c'est l'austérité, et le verbe, aujourd'hui c'est une parole politique qui, comme le disait le Premier ministre, est devenue une langue morte. On dit réforme, on dit solidarité, on dit compétitivité. Tout le monde. Et tout ça se mélange. La droite est pour les réformes, la gauche est pour les réformes. On est tous pour la compétitivité, tous pour la croissance qui n'arrive pas et qui n'arrivera sans doute pas avant quelques temps. Et notre responsabilité, elle est donc de redonner espoir dans le progrès. Et je veux terminer par, à mes yeux, ça va aller très vite, les 5 chantiers qu'il faut ouvrir et la méthode qui sera le rassemblement de la gauche. Le premier chantier indispensable, immédiat, il faut écrire la constitution de la 6e République pendant 2 ans et demi. Il faut l'écrire. Il faut trancher maintenant. Ça ne marche pas, la 5e. Ça ne peut plus marcher, d'ailleurs. Alors on tranche, régime présidentiel ou parlementaire, mais on écrit une constitution qui redore le blason des contre-pouvoirs, fasse que l'exécutif soit vraiment responsable devant le Parlement,
Mais on l'écrit, cette Constitution, premier chantier. La deuxième chantier, redotons-nous d'une doctrine de l'État-providence. Parce que là encore, les mots, c'est une langue morte, l'État-providence. Ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire quand on a le sentiment aujourd'hui que l'État s'efface, qu'il n'est pas au rendez-vous, qu'il, parfois même, et affrontons les sujets, apparaît comme une sorte d'obstacle, parfois au bien vivre, à l'initiative, etc. Ou tout simplement quand il faut beaucoup de temps pour obtenir une réponse d'un certain nombre d'administrations. Ça existe aussi. Mais ayons une doctrine de l'État-providence qui ne se résume pas à cette phrase que je regarde Pascal là, mais mieux d'État, je ne peux plus moi d'entendre mieux d'État, surtout quand tout le monde a compris que c'était moins d'État. Oui, alors il faut mieux d'État, mais aujourd'hui, la gauche a une responsabilité, si elle ne veut pas que la République s'affaisse, de se doter d'une authentique doctrine de l'État-providence et qui redise les politiques de redistribution, les politiques de transferts sociaux, la nature de l'intervention que nous voulons voir du politique dans l'économie. Bon, puisqu'on célèbre Jaurès, c'est lui qui voulait la République dans l'atelier. Et il disait, la République doit être souveraine dans l'ordre économique. Eh bien, reprenons cette feuille de route avec ce qu'est l'économie aujourd'hui, mondialisée. Et peut-être que la République a la vocation à envisager, en tout cas, des espaces politiques plus larges que celui de la nation seulement. Mais c'est autour de cette question-là que nous devons travailler. Et ma conviction, c'est qu'elle nous amènera aussi immédiatement à revisiter, troisième chantier, la question de notre politique économique. Moi, je vous le dis, et de ce point de vue-là, on peut avoir des désaccords. En tout cas, il va falloir travailler. Moi, je crois que dans les années à venir, la France ne fera pas beaucoup de croissance. Et je pense que nous aurons une croissance, pour des raisons historiques, parce que les ressorts sont brisés, mais que notre modèle de développement se fondera sur une croissance modeste. Et notre responsabilité, elle est donc, plutôt que d'attendre la croissance, de réfléchir à la façon dont cette politique peut être, à partir d'une croissance modeste, intense en emploi et sobre écologiquement. C'est ça l'objectif. Et là-dessus, il y aura un débat. Et y compris entre nous, ça va discuter. Parce qu'on n'est pas sûr, ça suppose des appréciations qui sont, ou des analyses qu'il faut me remettre en partage, mais ma conviction, c'est que c'est là-dessus qu'on doit travailler, et ça va être reposer la question du partage du travail, forcément. En tout cas, ça va poser des questions extrêmement lourdes. Quatrième chantier, l'égalité, et pas l'équité, comme j'entends là aussi, c'est un mot mort, hein, l'égalité. Et comme ministre de l'Éducation, je l'ai vu. Au passage, on disait que c'était pas bien de quitter le gouvernement avant la rentrée. Bon, je veux juste rassurer ceux qui ne savaient pas qu'une rentrée, ça se prépare pas 5 jours avant, mais en général quelques mois avant, et que cette rentrée qui devait être le point chaud, la rentrée la plus chaude de depuis 10 ans, donc nous sommes le 4-5 octobre, ce qu'on peut se dire que ça s'est plutôt bien passé, que pour la réforme des rythmes aussi. Bon voilà, je ferme la parenthèse, mais parce que j'ai vu que un certain nombre de gens qui se tiennent à l'écart et des responsabilités et du débat politique pour mieux y revenir, trouvaient que c'était pas bien de quitter le gouvernement et de prendre ses responsabilités 5 jours avant la rentrée. Il ou elle se reconnaîtra. L'égalité, voilà, c'est l'avant-dernier chantier, je termine. Il me semble que sur ce sujet, on a là aussi tout à dire et tout à faire, et notamment dans le champ de l'éducation nationale, parce que s'il est bien un territoire où les inégalités ont progressé en raison des déterminismes sociaux, mais aussi en raison de ce que sont les déterminismes scolaires, c'est-à-dire la manière dont l'école trie les élites, c'est l'éducation nationale. Et nous avons d'un côté une promesse d'égalité, un mythe, et de l'autre côté, des inégalités qui croissent. Et ma conviction, c'est que puisqu'il y a un grand débat, et je vous en demande de vous en saisir, parce que c'est comme si ce débat était aujourd'hui confidentiel, sur le socle commun, c'est-à-dire ce que nul n'est censé ignorer au terme de la troisième, il faudra changer notre approche. Notre approche, elle ne peut plus être de dire « voilà ce qu'on pense que l'école doit dire ». Notre approche, elle doit être de dire « voilà ce que l'on pense que les élèves doivent apprendre ». Et dès lors que l'on dit ça, ça veut dire que l'on mettra toutes les pédagogies en œuvre pour s'assurer de la réussite de tous et pas simplement d'un tri qui procède année après année à une sélection qui est une sélection des élites désastreuse. Dernier mot, la politique étrangère.
La politique étrangère, pourquoi? Parce que moi, je dois dire que il se passe tellement de choses. Quel sens est-on capable de donner aux choix politiques que l'on fait en matière de politique européenne, de politique de voisinage, de politique étrangère? Quelles sont les conditions pour une intervention militaire? Autant de sujets sur lesquels il faut qu'on repose des principes. Comme il faut que, moi je vous dise, que je pense que nous avons fait, le gouvernement, commis une grave erreur d'appréciation dans le jugement que nous avons porté sur le conflit à Gaza. C'était incontestablement une intervention qui était une intervention totalement disproportionnée par l'intensité des frappes, le caractère aveugle de celle-ci par rapport à l'agression dont avait été victime initialement Israël. Et à la fin, je veux le dire, à la fin, il se passe quoi? C'est qu'on a finalement réussi à donner nous-mêmes une lecture religieuse à un conflit qui est d'abord politique. Politique! C'est une affaire entre Palestiniens et Israéliens et pas entre Juifs et musulmans. Et si nous donnons cette lecture d'un conflit entre Juifs et musulmans, forcément nous l'importerons chez nous. C'est pour ça que je pense que sur ces sujets-là, il va falloir aussi travailler. Je termine en disant, et c'est vraiment mon dernier mot, rassemblement de la gauche. Voilà. Le rassemblement de la gauche, Henri en parlera, ces 5 chantiers que j'ai évoqués, ça peut être 5 pistes de travail, chantiers ouverts, peu importe, je veux dire, dans le respect de la rhétorique qui appartient à chacun, on trouvera les vocables. Mais je crois que ces questions se posent, si on veut affronter vraiment les problèmes, ces questions se posent de la même manière que l'on soit communiste, écologiste ou socialiste. Et ce rassemblement de la gauche, il est le seul qui permette demain aux électeurs de gauche d'espérer à nouveau. C'est le seul moyen aujourd'hui de faire en sorte que demain on puisse espérer à nouveau. Alors mes camarades, il faut être lucide, mais votre responsabilité ici, ça reste d'être convaincu et optimiste. On ne peut pas rajouter à la crise une déprime de la gauche. Surtout quand, vous pouvez vous dire que ce que vous proposez n'a pas échoué, puisqu'il n'a même pas été tenté. Donc faites en sorte que l'on tente la gauche.